Mesdames, messieurs, bienvenue. Je dis mesdames, messieurs aussi parce que je m'adresse à mes collègues parlementaires qui nous suivent sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui explique que du côté présentiel, si vous voulez, vous devrez vous contenter de madame la rapporteure et de moi-même. Donc, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 représentants du syndicat national de l'édition, monsieur Renaud Lefebvre, directeur général, monsieur Arnaud Robert, président de la commission juridique, et monsieur Julien Chouarki, directeur juridique. Excusez-moi, monsieur. Donc, nous vous remercions de vous être rendu disponible dans des délais si contraints. Cette audition s'inscrit dans le deuxième temps de nos travaux, consacré spécifiquement à la question de la création et à l'étude de l'impact des IA génératives sur la culture et sur la création. Nous venons de procéder à l'audition des directeurs généraux de la Société des gens de lettres et de la Ligue des auteurs professionnels pour tenter de comprendre comment l'IA bouleverse le secteur du livre. Les éditeurs occupant une place centrale dans la chaîne de la création littéraire, il convenait naturellement de vous entendre à votre tour. Toutes les industries culturelles sont confrontées à l'essor des IA génératives et le livre n'est pas épargné. Quelle est, selon vous, l'ampleur du phénomène ? Quelle est l'attitude des éditeurs face à des auteurs qui utiliseraient l'IA dans leur travail? Quelle est la limite entre insistance à l'écriture et stimulation de la créativité d'une part, et substitution, c'est-à-dire plagiat, ou même substitution à la démarche artistique d'autre part? Faut-il craindre à terme un effondrement de la production d'œuvres originales du fait d'un effet d'éviction par les prix et les quantités? Les éditeurs intègrent-ils d'ores et déjà l'IA dans leur travail quotidien, par exemple pour réaliser des fiches résumées des manuscrits reçus? Et si oui, ces nouvelles pratiques ont-elles d'ores et déjà un impact sur l'emploi dans vos organisations? Enfin, les traducteurs littéraires apparaissent directement concurrencés par l'essor de l'IA générative. Ils se plaignent du recours croissant par les éditeurs à la post-traduction, qui consiste à confier à un traducteur une pré-traduction réalisée par l'IA générative contre une rémunération plus faible. Quel est l'état de cette pratique, selon vous? Le Code des usages pour la traduction d'une œuvre de littérature générale conclu en mars 2012 entre l'Association des traducteurs littéraires de France et le Syndicat national de l'édition est en cours d'actualisation. Où en sont les discussions? Je précise que nous entendrons prochainement la présidente du Centre national du livre qui a créé un groupe de travail sur l'IA. Y participez-vous? Que pensez-vous de l'action du Centre national du livre dans ce domaine? Donc, nous sommes ensemble pour à peu près 45 minutes. La règle, c'est qu'il y a un propos liminaire. Vous êtes proposé d'à peu près 10 minutes, un quart d'heure, tout compris. Hein. Et ensuite, Madame la rapporteure, évidemment, a la parole pour les questions qu'elle a préparées à votre endroit. Merci beaucoup. Celui-ci. Je vous remercie. Merci de nous donner la parole sur cette question qui, évidemment, concerne au plus haut point les éditeurs. Je serai peut-être plus bref que les 10 ou 15 minutes que vous nous accordez dans le propos liminaire, de manière à laisser de la place. Voilà. Tout compris. Oui. Non, mais je pense que enfin, je sais pas, tu voudras. Oui, bon, écoutez, on va s'organiser. Mais effectivement, les 15 minutes, ça sera pour le propos liminaire, tout compris. Juste pour évoquer, peut-être venir déjà pour désarmer des questions qui nous sont régulièrement posées. Les éditeurs et globalement, l'édition n'est pas technophobe, elle n'est pas hostile à l'intelligence artificielle en tant que telle. C'est une évidence, mais qui mérite d'être rappelée. Potentiellement, les éditeurs sont en situation d'apporter des données de qualité qui ont été révisées, validées dans leur exactitude pour permettre un entraînement de qualité et des réponses pertinentes de la part des intelligences artificielles. On verra un peu plus tard dans notre discussion que ça reste relativement théorique. En tout cas dans le terme fournisseur avec les contreparties qu'on est en droit d'attendre. Par ailleurs, rappelez également qu'un certain nombre d'éditeurs sont eux-mêmes développeurs de solutions qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. C'est le cas en particulier de certains domaines de l'édition juridique en particulier, qui depuis longtemps travaillent sur des technologies d'intelligence artificielle et qui proposent des solutions technologiquement tout à fait dans l'état de l'art. Et puis par ailleurs, les éditeurs sont, comme toutes les entreprises, et avec une singularité pour certains usages, des utilisateurs d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on a essayé de mesurer à l'occasion des dernières assises du livre et de l'édition que nous avons tenues début décembre à la Bibliothèque nationale de France,
Pour la première fois, on a fait un baromètre des usages et des perceptions de l'intelligence artificielle par les éditeurs. Encore une fois, on y trouve une évidence, c'est-à-dire que, comme toute entreprise, les éditeurs recherchent des voies d'optimisation, de productivité dans l'utilisation de l'IA, y compris dans des fonctions génériques qui existent dans toutes les entreprises, sur des opérations marketing, sur l'optimisation des flux logistiques ou des choses de ce genre. Un des enseignements qu'on tire aussi de cette étude, c'est que finalement, parmi les services et les fonctions qui utilisent le moins l'intelligence artificielle, ce sont celles qui sont les plus intimement liées au processus de travail, au travail éditorial, à proprement parler. Voilà. Il peut y avoir l'utilisation de ce type d'outils dans des contextes assez particuliers. Encore une fois, dans des recherches de productivité, on peut penser en particulier à la production d'argumentaires très rapides qui peuvent aider à initier des transactions sur des opérations de cession de banque. Alors, une fois ce point rappelé en ce qui concerne la posture générale de l'édition, il y a quand même une extrême vigilance de la part des éditeurs, et vous l'avez certainement rencontré de la part des autres titulaires des ayants droit. Tout simplement parce que si je devais résumer rapidement le triptyque à l'heure actuelle en ce qui nous concerne pour l'intelligence artificielle, ce serait probablement spoliation, éviction et parasitisme. Voilà. Voilà. Spoliation, tout simplement parce qu'on le sait, et on y reviendra si vous le souhaitez, on a évidemment du mal à réunir des éléments de preuve puisque les acteurs en question ont tout fait pour qu'elles ne soient pas accessibles, mais les IA, toutes les IA françaises, européennes, américaines, ont massivement pillé tous les corpus d'œuvres sous droit pour développer leur modèle. Voilà. Il en reste des traces, et on est à la recherche de ces traces. Elles l'ont fait d'ailleurs de manière relativement ancienne, elles l'ont fait certainement avant l'entrée en vigueur des textes européens. Il est extrêmement probable d'ailleurs que l'introduction de l'exception pour la fouille de textes et de données a été introduite à leur initiative avec la perspective du développement des IA génératives. Voilà, c'est une sorte de passager clandestin dans les textes. Qui avait été fort heureusement introduit en dernière minute à leur initiative. Toujours est-il que les corpus pour le développement ab initio des moteurs d'intelligence artificielle a été fait par l'utilisation en particulier d'œuvres pirates, de corpus pirates qui sont identifiés. Vous savez qu'on est en train d'agir notamment sur ce fondement contre un des acteurs plus importants, Meta pour ne pas le nommer, qu'on mène conjointement avec les auteurs. C'est une spoliation continue puisque dans les mécanismes dits d'inférence ou de RAG, les intelligences artificielles ont besoin de compléter ces données de base par l'appel de données fraîches sur le web. Et là, on en vient au fait que, en aucun cas, et on y reviendra, et ils s'en cachent peu finalement, y compris le droit d'opposition qui avait été ménagé par les textes européens, n'est absolument pas respecté. Voilà. Donc c'est une spoliation continue. Et puis, parasitisme, parce que, et là c'est évidemment extrêmement préoccupant, c'est moins visible sans doute que ce qui peut exister dans d'autres domaines, mais c'est tout aussi présent en réalité. Parasitisme par le fait que ces moteurs entraînés massivement, encore une fois, par des œuvres protégées, génèrent des comportements substitutifs de la part de ceux qui jusqu'à présent avaient recours au livre. Ce sont des choses qu'on constate en particulier dans certains genres éditoriaux. Le domaine du livre pratique, le domaine du tourisme, sont des domaines sur lesquels on observe un décrochage en termes de comportement des ventes, tout simplement parce qu'il y a un phénomène de substitution. Voilà, là où on allait acheter un livre, on interroge un agent conversationnel. En soi, il n'y aurait pas forcément de critique fondamentale à porter si ces agents conversationnels n'avaient pas été alimentés en pillant des œuvres sous droit. Voilà. Donc on est sur ce parasitisme, cet effet de substitution. Et puis on voit se développer aussi un parasitisme sous forme de livre, à travers un phénomène que vous avez bien noté et sur lequel vous nous poserez des questions complémentaires, je crois, dans l'échange qui va suivre, à travers ce qu'on appelle les faux livres, c'est-à-dire le pire de l'enchaînement de tous les abus technologiques, à savoir j'entraîne des IA en pillant des œuvres sous droit. Avec ça, je produis de manière industrielle, en quelques prompts, des contenus textuels qui se prétendent des livres, mais qui n'ont pas d'auteur ou des auteurs fictifs. C'est des faux noms. Ce sont des personnes qui n'existent pas d'éditeurs. Ce sont des structures montées à la volée pour de la production industrielle et sur lesquelles on fabrique des livres à la demande et qu'on vend grâce à des faux commentaires générés par intelligence artificielle. Voilà. Donc
Donc on est vraiment dans l'épure de l'enchaînement de tout ce qui peut y avoir de plus, on va dire, de plus pernicieux. Voilà. Alors c'est des phénomènes qu'on a du mal à constater, à mesurer. Mais nous étions la semaine dernière au Centre national du livre pour regarder la question des libraires. Et certains la situation de la librairie, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais certains représentants des libraires nous racontaient qu'ils voyaient maintenant des clients venir en librairie leur réclamant les soi-disant ouvrages qu'ils avaient vus sur Amazon, qui sont, encore une fois, des ouvrages qui de fait n'existent pas, qui ont été produits de manière industrielle, parce que pour arriver à générer des bénéfices sur ce genre de choses, il faut en faire beaucoup. Il faut faire beaucoup de livres, il faut faire beaucoup de commentaires, et on arrive sur le lot, c'est comme les escroqueries par SMS, à générer un certain nombre de profits. Donc là, on est sur le pire de l'IA, avec des pratiques qui sont trompeuses et sur lesquelles nous, on souhaite véritablement agir. Voilà. Donc, un tableau qui, effectivement, en propos liminaire, est un peu sombre, mais avec, malgré tout, un espoir en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que on est là dans une phase où les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer si le comportement des acteurs de l'intelligence artificielle change radicalement. Il ne changera que si il y a une exposition à des sanctions crédibles et dissuasives. Tout simplement, on est face à des acteurs qui ne respectent évidemment que ce type d'injonction. Et pour cela, on a très clairement besoin de vous. C'est la condition nécessaire. On nous a longtemps reproché que le marché de la donnée ne s'organisait pas. Il ne s'organise pas c'est pas parce qu'il y a un refus de vente, c'est parce qu'il y a un refus d'achat. On se sert librement. Pourquoi acheter ce qu'on peut prendre sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, c'est que les choses s'organisent, qu'il y ait une reconnaissance du droit de propriété. C'est le droit d'auteur, c'est pas rien. Et que se mette en place, et on est tout à fait prêt à le faire, on l'a fait dans d'autres contextes, on l'a fait quand la photocopie a émergé, des mécanismes qui passent sans doute par de la gestion collective volontaire et qui permettraient de gérer de manière optimum et efficace des transactions en large volume. C'est possible. Encore une fois, la condition préalable, c'est qu'il y ait une reconnaissance effective du droit de propriété. Il s'agit d'appliquer le droit existant. Déjà, l'application du droit existant serait un progrès considérable. Pour le faire appliquer, on a besoin d'instruments qui sont un peu plus coercitifs que ce qui existe à l'heure actuelle. Très bien, merci Monsieur le Directeur Général. Constat effectivement sombre mais lucide. Madame la rapporteure a la parole. Merci Monsieur le Président. Je vais revenir sur la phase amont. Vous avez parlé de spoliation en disant que tous les corpus avaient déjà été pillés, que lors de la directive de 2019, peut-être que l'introduction de l'exception TDM avait été faite en fin de course, comme vous l'avez rappelé, justement de l'optique de pouvoir aller fouiller et utiliser toutes ces données, toutes ces œuvres. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment d'effectif du droit d'opposition ou droit de retrait à cette exception TDM. Que pensez-vous de la mise en place d'un tiers de confiance au niveau européen qui, d'un côté, recueillerait l'ensemble des droits de retrait ou d'opposition de la part des auteurs, donc qui, de manière pragmatique et effective, démontrerait ou indiquerait quelles sont les œuvres qui ne peuvent pas être utilisées pour l'entraînement des modèles. Et ce tiers de confiance, de l'autre côté, recueillerait la déclaration par les développeurs d'IA de manière transparente à ce tiers de confiance, mais pas public, pour préserver le secret des affaires, et que ce tiers de confiance puisse remarquer quand il y a utilisation de données qui pourtant avaient été notifiées comme non utilisables par leurs auteurs. Est-ce que ce tiers de confiance au niveau européen ne pourrait-il pas être la base de la création d'un marché de données que vous appelez de vos voeux et dont vous déploriez à l'instant que ce n'était pas par manque de données, mais c'était par manque d'acheteurs? Je vais peut-être prendre cette question et je passerai la parole à mes voisins de droite sur d'autres aspects. On a tendance à dire que toute proposition qui amènerait à favoriser le respect de droits d'auteur est intéressante à regarder. Mais pourquoi ? Pourquoi monter un mécanisme aussi complexe alors que si les intelligences artificielles veulent respecter le droit d'opposition,
C'est très simple, hein. Il suffit qu'ils aillent regarder ce qui a été mentionné sur les sites. On a en particulier développé un protocole conforme aux normes du web international qui s'appelle TDM-REP, qui est déposé sur les sites. Ils ne vont pas le lire. Pourquoi les intelligences artificielles respecteraient davantage le droit d'auteur si le registre existait? Je ne vois pas ce qui les inciterait davantage à le faire qu'ils ne le font à l'heure actuelle. C'est une piste qui part sans doute on va dire de bonnes intentions de la part de certains, d'intentions qui, à mon avis, sont moins nobles de la part d'autres, parce que c'est un dispositif long, compliqué à mettre en œuvre, et avec une logique à l'heure actuelle de la part d'ISIA qui est clairement une logique de fait accompli. On avance tant qu'on peut, et tant qu'on n'est clairement pas arrêté. La question du secret des affaires, je veux dire, c'est vraiment une question qui nous irrite. En aucun cas, les titulaires des droits ne cherchent à connaître les secrets des auteurs d'intelligence artificielle. On cherche simplement à s'assurer, et même si ça devait se faire, effectivement avec un dispositif garantissant l'anonymat, mais la question n'est pas là. On n'a pas besoin de connaître les secrets stratégiques des opérateurs de l'IA. Là aussi, c'est un rideau de fumée. Peut-être ajouter qu'on a déjà l'expérience de ce type de tentative au niveau européen de créer des plateformes, des référentiels, y compris dans le monde du livre, qui n'ont jamais fonctionné et qu'à l'heure des relations transatlantiques quand même très compliquées, on voit mal des acteurs de l'IA qui sont tous américains venir très docilement se soumettre et remplir des grands tableaux compliqués auprès d'une instance européenne. Et encore une fois, alors moi je suis président de la commission juridique du syndicat, mais je suis aussi secrétaire général du groupe Hachette. Tous les contenus du groupe Hachette sont couverts par l'opt-out. Ils l'ont été très rapidement à travers un protocole interopérable. Et évidemment, ça n'est pas respecté. Donc la mécanique est assez facile. On demande simplement à ce que les acteurs de l'IA s'y conforment. On les a rencontrés pour cela. Et ils nous ont indiqué qu'ils préféraient que ce soit leur propre protocole qui soit reconnu. Ils nous ont tous dit ça, donc Google. Donc chacun réclame à ce que son propre protocole soit reconnu. Les plus diligents se réunissent, je crois, au sein d'une instance de normalisation pour essayer de trouver ensemble, d'ici une dizaine d'années, une norme pour le droit d'opposition. Et les réunions de cette instance sont au point mort. Donc on voit bien la manœuvre. Merci beaucoup. Ah, pardon. J'ajouterais même qu'il y aurait une sorte de glissement vers un système de copyright, puisque ça nécessiterait effectivement d'avoir un mécanisme de déclaration préalable, dont certains peuvent effectivement ne pas passer au travers de ce mécanisme. On se rapproche là de ce qu'il existait aux États-Unis en termes de copyright office pour pouvoir bénéficier d'une protection. Donc ça, effectivement, on est à l'inverse, à rebours des fondamentaux du droit d'auteur sur ce principe-là. Juste un dernier mot pour dire que, s'agissant du livre, en tout cas, il n'y a aucune difficulté pour identifier un contenu qui a donné lieu à publication via un livre. Nous avons plusieurs bases de données bibliographiques. Tous les ouvrages sont identifiés par des numéros ISBN. Il y a des registres d'auteurs. Les noms des éditeurs sont connus, etc. Donc, rechercher la titularité des droits sur l'étranger de Camus, je pense que les IA y arriveraient. Merci beaucoup. On va passer, si vous voulez bien, au contentieux, puisque si on considère aujourd'hui qu'il existe cette spoliation, du coup, encore faut-il la démontrer. Aujourd'hui, vous avez dans le droit actuel français l'obligation pour les ayants droit de démontrer que leur contenu a été utilisé pour l'entraînement des modèles d'IA. Une proposition de loi du Sénat propose
propose d'inverser la charge de la preuve. Ce serait aux développeurs d'IA de montrer qu'ils n'ont pas utilisé les contenus. Que pensez-vous de cette piste législative? Quelles implications en termes de suite judiciaire que vous pouvez entrevoir? Est-ce que cette solution sur le contentieux peut impulser à passer plus de licences? Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin, en se contentant du contentieux et en n'utilisant pas forcément ce qui pourrait être fait dès aujourd'hui? Voilà, quelle est votre appréciation de cette piste et comment avez-vous apprécié les éventuels changements d'attitude, éventuels, j'ai dit, des acteurs de l'IA sur ce sujet? D'abord, je crois que si on a cette discussion sur la preuve, c'est qu'il y a une absence totale de transparence de la part des acteurs de l'IA, qui serait possible, hein, puisque effectivement leurs outils sont très puissants, comme l'a dit Renaud, on en est nous-mêmes les utilisateurs, et on constate qu'ils peuvent rendre de grands services. Alors ils sont très puissants lorsqu'il s'agit de rendre ces services, quand il s'agit de les vendre, mais quand il s'agit d'identifier simplement le contenu de ce qu'ils ont utilisé, là on est tout de suite dans un truc beaucoup plus difficile. Donc si la transparence était respectée autant sur ce qui est utilisé dans leur moteur que sur ce qui sort de leur moteur, on citait le cas des livres entièrement générés par IA, on serait déjà dans un débat beaucoup plus facile puisque la transparence impliquerait une capacité de notre part de contrôle, etc. Donc première remarque. Deuxième remarque, on est évidemment très favorable au renversement de la charge de la preuve puisque, comme l'a dit Renaud Lefebvre, on a engagé un premier contentieux contre Meta. Aux États-Unis, il y a des contentieux qui se développent. Hein. Mon groupe, donc le groupe Hachette, vient d'assigner Google devant les tribunaux américains, aux côtés des auteurs. Et effectivement, l'immense obstacle qui se trouve devant nous, c'est celui de la preuve, puisqu'on est face à des acteurs qui sont technologiquement... D'abord, ce sont leurs dispositifs, et puis c'est leur boîte noire. Et ce sont des acteurs de technologie. Et nous, évidemment, nous utilisons la technologie, mais ce n'est pas notre métier principal. Donc on se trouve en face d'un immense obstacle qu'on ne peut résoudre, même en dépensant des fortunes en recherche de la preuve. C'est très compliqué de les obtenir. Ça coûte extrêmement cher. En France, mais alors aux États-Unis, c'est sans mesure. Et donc, effectivement, la piste d'un renversement de la charge de la preuve est extrêmement précieuse, puisque l'obstacle majeur auquel on se heurte aujourd'hui lorsqu'on engage des contentieux, c'est celui de prouver l'utilisation de nos contenus par les moteurs d'IA. Aux États-Unis, vous avez probablement entendu parler de l'affaire Anthropic. On a réussi à faire reconnaître, mais avec les moyens de preuves américains qui sont sans mesure avec les nôtres et avec des budgets d'avocats qui sont sans commune mesure avec ceux qu'on dépense en France, on a réussi à faire reconnaître qu'Anthropic s'était fourni auprès des deux plus grandes bases pirates russo-américaines de l'environnement web. Donc effectivement, cette piste de renversement de la charge de la preuve est très importante pour nous, mais on voudrait aussi que la transparence reste une exigence. Oui, sur le principe, on est effectivement très favorable à cette initiative parlementaire, évidemment. On a pu entendre certains fournisseurs d'IA dire que ça allait faire exploser le nombre de contentieux, que c'était contre-productif, mais en réalité, c'est exactement tout l'inverse. Il y a un aspect un peu dissuasif dans cette disposition, puisqu'on sait, les acteurs de l'IA sauront que s'ils ne jouent pas le jeu de la transparence, ils seront sanctionnés. Il y a effectivement une efficacité il y aura une disposition efficace pour permettre d'obtenir des informations. Donc, au contraire, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va les inciter, les encourager à enfin entrer dans une mécanique de dialogue et d'ouverture plutôt que de jouer la carte de l'opacité. Donc c'est ce qu'on attend évidemment en priorité de cette disposition. Merci beaucoup. J'aimerais donc qu'on puisse se concentrer sur vos activités d'éditeur. Quand vous recevez une proposition, quels sont les différents processus, questions, filtres que vous vous posez pour savoir si l'IA a été utilisé? Est-ce qu'il a été utilisé pour
générer un contenu synthétique sans apport d'originalité et donc ne pouvant pas être qualifié d'œuvre. Comment on arrive à détecter? Est-ce qu'on accepte l'utilisation de l'IA par ces auteurs? Si oui, à quelles conditions? Quelles sont les conditions contractuelles que vous nouez entre éditeurs et auteurs qui font référence à l'intelligence artificielle? Alors c'est évidemment une question qu'on s'est posée. Alors le premier lien contractuel qu'on a avec nos auteurs, c'est qu'on leur demande de nous livrer un contenu exempt de vices, y compris de vices juridiques. Et effectivement, ce que permet l'IA, c'est le plagiat, qui a toujours été une préoccupation dans notre industrie, mais évidemment une capacité à plagier démultiplié par les moteurs d'IA, et quelquefois même sans que l'auteur utilisant l'IA le perçoive, puisque évidemment les moteurs d'IA vont chercher dans des millions, voire des milliards de contenus. Aujourd'hui, on a ces discussions au sein du syndicat. On en reste à cette demande aux auteurs de nous livrer une œuvre exempte de vices. Et on ne spécifie pas encore, mais c'est une discussion qu'on a et qui en aura sûrement au fur et à mesure des développements de l'IA. On ne fait pas expressément référence, tu me corriges Julien si je ne parle que pour mon groupe, mais on ne fait pas expressément de référence, et on a décidé de ne pas faire expressément référence dans nos contrats à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puisque nous, ce qu'on demande à l'auteur, c'est une œuvre originale portant l'empreinte de sa personnalité. Voilà. Donc il peut effectivement avoir recours à l'IA, il peut avoir recours à l'IA pour des raisons documentaires, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'à l'issue de sa production, on ait une œuvre qui ne comporte pas de pillage d'œuvres d'autres auteurs ou d'autres écrivains. Et on le fait aussi parce que si l'auteur nous signalait qu'il avait utilisé l'IA, ce qu'on lui demande quand même globalement de ne pas faire, parce qu'encore une fois, nous, on défend la création humaine, les IA travaillent très bien toutes seules. Si nous déclarait le faire, on serait bien en peine nous-mêmes d'aller chercher ce qui ne va pas dans la production qui nous a livré, puisque il faudrait qu'on ait nous-mêmes des outils d'IA qu'on aura peut-être un jour, consistant à pouvoir contrôler la provenance du contenu. Et encore une fois, on revient au problème de la transparence, c'est que si un auteur nous dit j'ai utilisé ChatGPT, pour prendre la plus célèbre, on sera bien normal de vérifier si, en utilisant ChatGPT, il est allé piller d'autres œuvres. Nous, notre credo, c'est qu'on publie des œuvres portant l'empreinte de la personnalité, ce qui est la définition du droit d'auteur. Et encore une fois, ça n'empêche pas l'auteur d'avoir recours à l'IA pour des recherches, éventuellement pour des idées, pour se confronter à des scénarios. Mais à ce stade, c'est son problème. Voilà. On lui demande de nous livrer une œuvre qui porte l'empreinte de sa personnalité. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on ait développé, là je parle pour mon groupe, des chartes à destination. On est en train de développer des chartes à destination de nos éditeurs pour répondre aux questions des auteurs sur l'utilisation de l'IA, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'auteurs qui nous interrogent sur leur recours à l'IA et dans quelle mesure ils peuvent y avoir recours. Notre recommandation, c'est qu'on s'attend à ce que la production vienne d'eux. C'est un peu basique comme remarque, mais c'est notre credo à ce stade. Si tu voulais faire un commentaire. Alors, on parle de déferlant de faux livres, une déferlante qui vient jusque, vous nous l'avez dit, dans les librairies où des clients demandent ce qu'ils ont pu voir comme faux livres sur des plateformes, donc auprès de leurs libraires. Comment indiquer, s'il est possible, au lecteur quand le livre est une œuvre ou quand il ne l'est pas? Faut-il, à l'instar de ce que nous proposaient des OGC la semaine dernière, comme la SACEM, indiquer comme une sorte de Nutri-Score, vous savez, c'est cette indication, cette information au consommateur sur ce qu'il consomme en termes alimentaires. Là, est-ce qu'il faudrait pouvoir indiquer par un, je sais pas, IA score, si l'œuvre a été profondément originale ou alors est juste issue d'un prompt qui a fait pas éditer, mais qui a produit des milliers de livres et qui ne serait pas considéré comme original. Quelle information les éditeurs se doivent-ils de montrer sur les livres qui inondent le marché?
En fait, quand on parle des faux livres, il y a quand même, à mon avis, dans votre question, deux questions. Il y a d'une part une zone sur laquelle je pense qu'il faut considérer qu'il y a une différence de nature entre une œuvre originale et une œuvre produite de manière purement automatique, comme c'est le cas des faux livres. Et le phénomène lié à la quantité, le parasitisme, les impacts négatifs qu'on évoque sont liés à un phénomène industriel qui est optimisé et qui, là, relève de la différence de nature, puisqu'il n'y a aucune intervention humaine. Hein, on est véritablement sur de la production à tous les stades, de la production sur des robots. Et ce qui perturbe, effectivement, ce qui menace l'économie de l'édition et tous ces acteurs à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est quand même ça. L'autre question, c'est la question de la différence de degré qu'il peut y avoir dans différents niveaux de recours à l'IA, comme l'a évoqué Arnaud, dans des phases d'assistance éventuellement à la création, à la production, etc. Donc ça, c'est pour moi une question qui est un peu différente. Sur la première catégorie que j'évoque, encore une fois, on est là sur des pratiques qui sont manifestement des pratiques trompeuses. De bonne foi, quelqu'un qui va sur une plateforme bien connue repérer un livre pour enfants qui va avoir 4500 commentaires, dont 90% de 5 étoiles, voilà, avec un joli petit nom d'auteur, un nom inconnu, certes d'éditeur, etc., va de bonne foi croire, acheter une œuvre écrite par un auteur, publiée par un éditeur, qui est en fait un vrai livre. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et cette tromperie, elle est aggravée par le fait que de très nombreux commentaires sont postés, très favorables, et qui sont des commentaires eux-mêmes générés par machine et par intelligence artificielle. Voilà. Donc, y compris d'ailleurs avec des logiques d'achat vérifié, ce sont des petits malins, et tout ça se fait au vu et au su de tout le monde. D'ailleurs, il y a des commentaires avec des achats vérifiés. Comment font-ils ? Ils publient une version Kindle gratuite qu'ils achètent massivement pour pouvoir la commenter en tant qu'acheteur. Voilà. Donc, on est là vraiment sur des formes très élaborées de tromperie caractérisées. Pour nous, ces objets-là ne sont pas des livres. Ne sont pas des livres, et l'acteur en question le sait. On en a fait, nous, l'expérience, puisque pour documenter les choses, nous avons nous-mêmes réalisé un de ces faux livres. Amazon pose la question du recours à l'intelligence artificielle et classe les ouvrages en 4 catégories selon le niveau de recours à l'intelligence artificielle. Cette information est inconnue de qui que ce soit. Donc, c'est ce type d'objet, on va dire, disponible sur le web, peut-être. Il devrait relever d'une catégorie à part. Hein, ce sont des livres intégralement générés par IA. Ils sortent du domaine sur lequel on va venir, qui est celui dans lequel il y a une œuvre originale, dans lequel il y a pu y avoir un moment ou un autre recours à l'intelligence artificielle. Mais là, encore une fois, il faut considérer que c'est une différence de nature. Cette différence de nature devrait d'ailleurs s'accompagner par le fait que ces objets étant dépourvus de toute originalité, il n'y a aucune raison qu'ils bénéficient d'une TVA à taux réduit. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a aucun caractère original. Encore une fois, là, on est face à un acteur qui sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait, puisque il réalise des marges à chaque étape de la chaîne, hein, à la production du contenu, à sa production physique, à sa vente. Voilà. Et il joue manifestement ce que juridiquement on qualifie de rôle actif dans la mise à disposition de ce type de contenu. Donc il sait pertinemment ce qu'il fait et il en est juridiquement responsable. Donc là, il y a une anomalie fondamentale qu'il faudra arriver à faire cesser. Je viens là-dessus parce qu'encore une fois, ce dispositif, c'est une économie de petits projets, et qui ne retrouve sa rentabilité économique que dans sa capacité d'automatisation. C'est-à-dire qu'il y a des fermes de production de ce type d'ouvrage. S'il devait y avoir à un moment ou à un autre une intervention humaine, ça diminuerait beaucoup la productivité de ce genre de choses. Voilà. Donc, encore une fois, il faut qu'on arrive à éradiquer cette production de contenu synthétique, avec certainement d'ailleurs la mise en avant au titre du droit de la consommation sur un phénomène de tromperie aggravé. Et c'est la raison pour laquelle on cherche à sensibiliser la DGCCRF sur ce type de pratique. Alors après, sur la question de la gradation
l'usage de l'intelligence artificielle. Ce sont effectivement des réflexions qui sont en cours, y compris au niveau européen. On devra aller à un moment ou à un autre vers une forme, là aussi, de transparence sur la qualification du retour à l'intelligence artificielle. C'est une information qui, certainement, au-delà d'un certain stade de recours à l'IA, mérite d'être portée à l'attention du consommateur et donc du lecteur. Merci. À votre connaissance, qu'il y a eu des phénomènes de succès de certains ouvrages dont on a su qu'ils étaient vraiment générés grâce à l'IA sans apport d'originalité. Et ensuite, une question qui est liée, c'est quelles sont les parts de marché qui sont prises de plus en plus par ces contenus qui ne sont pas des œuvres. Quelles sont les conséquences sur la chaîne du livre pour les éditeurs, mais aussi ce que vous voyez pour les auteurs? Peut-être répondre à votre dernière question d'abord, puisque ça rejoint ce qu'explique le sujet auquel faisait référence Renaud. C'est quand on trouve sur Amazon des livres produits en masse, et d'ailleurs Amazon a telle enseigne qu'Amazon a été obligé de demander aux producteurs de livres par IA de se limiter à 3 par jour. Voilà. Donc nous, on n'en a jamais eu besoin de demander à nos auteurs de se limiter à 3 livres par jour. Sur le même compte. Sur le même compte, oui. Parce qu'il suffit de créer 50 comptes et on sort de ce plafond. Mais Amazon est un acteur central dans la distribution de livres, un très bon vendeur de livres, un très bon exposeur de titres. Et dans cette fonction d'exposition des titres, lorsque dans certains segments comme les livres jeunesse ou les livres de développement personnel, les palmarès, les meilleures ventes, le top 20 des ventes est très 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 fréquemment occupé par des livres qu'on a identifiés comme des livres créés par l'intelligence artificielle, ça enfonce les titres publiés par des éditeurs classiques et écrits par des humains dans les profondeurs du classement. Et quand le consommateur, via l'algorithme d'Amazon, voyage à travers la librairie d'Amazon, il va moins voir les livres créés par les humains et édités par des éditeurs, des vrais éditeurs. Donc il y a un aspect commercial qui est de plus en plus net, notamment sur ces segments de jeunesse et de développement personnel, par le bruit qui est créé sur une plateforme qui, un peu moins en France, mais partout dans le monde, est devenue l'acteur dominant de la vente de livres. Il y a un bruit qui est créé, et donc une invisibilisation, une disparition relative des titres des éditeurs et surtout des écrivains humains. Donc il y a un vrai impact. En termes de part de marché, ça, franchement, on ne saurait dire. Enfin, sous le contrôle de Renaud et de Julien. Mais en revanche, en termes de concurrence commerciale, le phénomène est en train de se confirmer. C'est précisément aussi pour ça qu'on lutte contre les faux livres sur Amazon. Sur la partie succès lié à l'IA, je crois qu'au Japon, il y a un livre écrit par IA qui a reçu un prix. En France, normalement non. Je ne crois pas que le dernier concours ait été écrit par IA. Mais on a, chez Hachette, on a ressorti par exemple un livre, un best-seller à l'époque, qui est La vie de Jésus par Christian Petit-Fils, qu'on a ressorti et dont on a fait un argument de l'IA puisqu'on l'a illustré. Un autre auteur s'est servi de l'IA pour illustrer. C'était un argument de ressortie de ce livre qui avait eu beaucoup fonctionné il y a quelques années. Et quand on l'a republié, on a fait du fait qu'on ait ajouté des illustrations entièrement générées par intelligence artificielle, mais ça a été complètement transparent. Je ne peux pas vous dire que c'était un succès phénoménal. Voilà, je crois que chez Albin Michel, il y a quelqu'un qui a sorti un livre, un auteur qui a sorti un livre qui se passe dans le monde romain, et il a fait aussi du fait il s'était servi de l'intelligence artificielle pour générer l'environnement d'évolution de ses personnages. Donc il avait demandé à l'intelligence artificielle de créer la description d'un marché dans la Rome antique, du forum, etc. Et ça, pareil, il l'avait. Je ne sais pas s'il a spécialement bien marché, je ne crois pas. Mais voilà, mais j'ai pas d'exemple à part ce livre au Japon, mais donc je n'ai plus le titre en tête, qui je crois a reçu il y a plus d'exemples dans les arts graphiques, puisqu'il y a un certain nombre d'œuvres qui ont connu des envolées de prix, des œuvres graphiques, et qui ont été générées très 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 majoritairement par IA. Je pense qu'il faut là-dessus éviter le prisme déformant qu'on a parfois
de voir l'édition à travers les grands succès littéraires, effectivement sur la littérature purement originale, littérature contemporaine, etc., l'IA est infinitésimale, parce qu'en plus, sur ces genres-là, honnêtement, les éditeurs ne manquent pas de livres. Hein. Ce qui manque, ce sont des livres qui existent par leur originalité, leur singularité, la personnalité d'un auteur. Voilà, on voit les critères sur lesquels on saisit un livre sur une table de librairie. Le combat, il ne se passe pas là. Il se passe sur des œuvres qui ont sans doute un caractère un peu plus générique. C'est pour ça qu'on parle du développement personnel, on parle d'ouvrages de vulgarisation qu'on va trouver sur la mythologie, de livres pratiques, etc. Et c'est là que se porte, parce que c'est beaucoup plus facile. Encore une fois, à partir du moment où on a digéré, parce que là, le vice congénital, il est là. À partir du moment où on a digéré, sans respect du droit d'auteur, 30 ou 40 livres sur les plantes vivaces, on peut produire quelque chose à peu près à la volée sur les plantes vivaces, ce qui dit probablement pas trop de bêtises, en ayant pris soin de gérer la différenciation par rapport à chacun de ces 40e de contribution pour qu'il n'y ait pas de possibilité de mettre en avant une contrefaçon. Donc voilà, on est là encore une fois sur un phénomène qui est aussi tout à fait lié à la question de l'alimentation ab initio des IA. Je peux témoigner puisque on publie le routard, hein, le guide du routard. C'est vrai qu'il y a une érosion des ventes, alors qui est peut-être uniquement due à l'IA, mais c'est vrai que on sait que tous les guides, le routard et tous les autres guides de nos concurrents également ont été quand même majoritairement ingérés par les moteurs d'intelligence artificielle. C'est un exemple que prenait Renaud. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus de gens, peut-être dans cette salle, qui préparent leur voyage en interrogeant l'IA plutôt que d'aller sur les guides du routard. Or, les informations à ce stade qui sont délivrées par les IA viennent de guides. Les guides, les IA, ChatGPT n'envoie pas des enquêteurs sac au dos en Thaïlande ou en Corse pour vérifier si le petit restaurant sur la plage est ouvert. Si on poursuit un peu dans cette thématique, on pourrait se dire à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas répondre à une demande qui est, à travers des agents conversationnels, d'avoir, on va dire, à la volée et au format qu'on souhaite, les informations les plus précises. Mais là, la logique, ce serait simplement que les opérateurs de l'IA obtiennent l'accès aux droits sur les fonds concernés. Et puis l'autre élément que j'évoquais, mais je ne l'ai pas développé, c'est l'effet d'éviction à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils associent au modèle économique de revenus directs et indirects qu'ils vont générer, qu'ils associent ceux grâce auxquels ils sont en capacité de délivrer ce service. Voilà. Donc, le jour où on a un agent conversationnel qui dit, voilà, moi je vous donne du routard à la volée, si j'ose dire, avec un accord dûment négocié avec le titulaire des droits, je ne préjuge pas de l'accord de mon voisin de droite, mais voilà, mais encore une fois, il y a d'autres modèles possibles, mais pour que ces modèles se développent, il faut qu'il y ait une reconnaissance du droit de propriété. Mon avant-dernière question fait écho à ce que vous disiez, c'est que la possibilité de personnalisation, comme hier on achète le routard et on fait son marché, aujourd'hui on a l'impression de pouvoir accéder à cette personnalisation, ça peut offrir des perspectives pour les éditeurs justement, mais en accord bien sûr avec le respect de la propriété intellectuelle. J'aurais donc une dernière question. Que répondre à un lecteur qui vient de refermer un livre qu'il a adoré, qui correspond à ce qui lui plaît, il a connu plein d'émotions, et là on lui dit mais en fait c'est pas vraiment un livre, c'est une œuvre qui a été générée par un prompt, un seul. Que lui répondre quand il vient d'expérimenter une lecture agréable ? Je vais passer la parole à mes voisins qui auront sûrement aussi leur regard personnel. Je crois que cette situation, en fait, ne devrait pas exister, tout simplement parce que qu'il ait pris du plaisir ou qu'elle ait pris du plaisir à la lecture de ce ouvrage, c'est très bien. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Je pense qu'en connaissance de cause, au moment où, en tout cas, il ou elle aurait acquis l'ouvrage, devait savoir que, encore une fois, que c'était un ouvrage intégralement généré par intelligence artificielle, et que ça ne soit pas signé par un pseudo qui fait implicitement référence
à un être humain doté de personnalité, qu'on prenne plaisir à lire des choses générées par IA, pourquoi pas, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, mais il faut le faire en connaissance de cause. Pas d'autres commentaires. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre échange et nous voulons, Madame la rapporteure et moi-même, vous remercier pour la qualité de ceci. Moi, je suis très frappé par la description que vous faites, Monsieur le Directeur Général, du livre artificiel et de sa chaîne de valeur, totalement, enfin, où l'humain est totalement évacué au fond, car l'humain, ça coûte cher. Et effectivement, la chaîne de valeur est impactée par l'intervention de l'humain. Donc, vous appelez ça une tromperie. Vous avez même saisi les autorités administratives à ce sujet-là. Je pense qu'il faudra qu'on légifère pour définir ce que c'est vraiment que ce produit-là, qui n'est pas une œuvre. Hein, enfin, en tout cas, nous avez bien contribué à l'édification de cette mission d'information et nous vous en remercions et vous souhaitons une bonne journée. Merci beaucoup.